Le 14 juillet 1955, au milieu de l'océan Pacifique, à bord du porte-avions USS Hancock, une caméra tourne. Les marins regardent le ciel. Un chasseur à réaction approche du pont d'envol. Le pilote ne parvient pas à gagner assez de puissance. L'appareil percute le bord du pont dans un fracas métallique, dérape vers la gauche et explose en une boule de feu devant des dizaines de témoins. La caméra enregistre tout. Ce chasseur sans queue venait de tuer encore une fois. Pour comprendre comment un avion aussi étrange et aussi dangereux avait pu entrer en service dans la marine américaine, il faut remonter 10 ans en arrière, jusqu'aux ruines de l'Allemagne vaincue. En 1945, pendant que les armées alliées avancent sur Berlin, des équipes spéciales américaines ratissent les usines et les laboratoires allemands à la recherche d'une chose précieuse, les secrets techniques de l'aviation du Reich. Ce programme, connu sous le nom d'Opération Paperclip, permet aux États-Unis de récupérer des dizaines d'ingénieurs allemands de premier plan. Parmi eux se trouve un homme dont le travail va hanter la marine américaine pendant 15 ans. Cet homme s'appelle Waldemar Voigt. Pendant la guerre, il était l'un des concepteurs les plus brillants de la firme Messerschmitt AG, responsable de plusieurs projets expérimentaux pour la Luftwaffe. Il supervisait notamment les programmes Messerschmitt P1110 et P1112, deux intercepteurs à aile en flèche conçus pour opérer à haute altitude avec des turboréacteurs. Ces appareils ne furent jamais construits en série, mais les données aérodynamiques accumulées représentaient une avance considérable sur tout ce que les Américains possédaient alors. Lorsque la guerre s'achève, Voigt quitte l'Allemagne et rejoint la firme Vought. Les ingénieurs de Vought nieront longtemps toute influence allemande sur leur projet, mais les archives ne mentent pas. À la même époque, la marine américaine cherche à franchir un cap décisif. En juin 1945, elle publie un cahier des charges pour un nouveau chasseur embarqué capable d'opérer à 12 000 mètres d'altitude et d'atteindre Mach 1. C'est une ambition vertigineuse pour l'époque. Vought travaillait déjà sur un tel projet avant même la demande officielle de la marine. Et avec Vought dans ses rangs, la firme disposait d'un atout que personne d'autre ne possédait. Pour diriger le projet, Vought choisit Rex Beisel, un ingénieur légendaire. Beisel avait conçu le TS-1, le premier avion de la marine américaine spécialement étudié pour les opérations depuis un porte-avions. Il était également le père du Vought F-4U Corsair, le chasseur aux ailes en W qui terrorisait les aviateurs japonais dans le Pacifique. Ce nouveau projet serait le dernier de sa carrière, et il allait tout faire pour marquer l'histoire. Ce qui sortit des bureaux d'études de Vought n'avait aucun équivalent dans le monde. L'appareil ne possédait pas de queue conventionnelle. Sa cellule était courte et trapue, avec deux dérives montées directement sur les ailes. Le cockpit était positionné très en avant du fuselage pour offrir une visibilité maximale lors des appontages. Les commandes de vol reposaient sur un système hydraulique sophistiqué qui transmettait au pilote une sensation artificielle des forces aérodynamiques, une première absolue dans l'aviation embarquée américaine. Le train d'atterrissage avant était d'une hauteur extraordinaire. Il soulevait le nez de l'avion à plus de 4 mètres du sol, donnant à l'appareil une posture presque arrogante sur le pont. L'armement était impressionnant sur le papier. 4 canons de 20 mm étaient intégrés dans le fuselage. 2 bombes de 900 kg pouvaient être accrochées sous les ailes, et l'avion pouvait emporter 4 missiles RR Sparrow, parmi les premiers missiles guidés jamais déployés sur un chasseur embarqué. Le prototype fut homologué sous le nom de Vought F-7U Cutlass. Le 29 septembre 1948, le pilote d'essai en chef de Vought, J. Robert Baker, prend les commandes du prototype sur la base aéronavale de Patuxent River, dans le Maryland. L'avion décolle, monte, accélère et atteint 1000 km/h en palier. Les observateurs de la marine sont stupéfaits. Les essais suivants confirment les performances sur presque tous les critères exigés. Un contrat pour 14 appareils de pré-série est signé immédiatement. Les amiraux sont convaincus d'avoir trouvé le chasseur de la guerre froide.
Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que le Cutlass cache un caractère meurtrier que personne n'avait anticipé dans les bureaux d'études. Quand la marine américaine donna son feu vert à la production en série du Cutlass, les ingénieurs de Vought pensaient avoir surmonté les principaux obstacles. Ils avaient tort. Dès que les chaînes de montage démarrèrent, un problème fondamental apparut que personne n'avait voulu anticiper pendant les essais. Les moteurs n'étaient pas à la hauteur. Le premier prototype volait avec des réacteurs Westinghouse J34 qui suffisaient pour les démonstrations de base, mais se révélaient bien trop faibles pour un chasseur embarqué opérationnel. La marine exigea immédiatement des motorisations plus puissantes. Vought se tourna vers le Westinghouse J46, un turboréacteur censé offrir une poussée nettement supérieure. Le problème, c'est que ce moteur n'existait pas encore sous une forme fiable. Il était en développement au même moment que l'avion lui-même, les deux programmes avançant en parallèle dans une course contre la montre industrielle qui allait coûter des années et des vies. Le deuxième prototype ne vola jamais. Les difficultés de mise au point du groupe motopropulseur torpillèrent son développement avant même qu'il ne quitte le hangar. C'est le troisième modèle qui devint la version de série, équipé de deux turboréacteurs Westinghouse J46 WE8B. Sur le papier, cette motorisation semblait suffisante. Dans les airs, la réalité était brutale. Le Westinghouse J46 souffrait d'un défaut que ni Vought ni la marine ne parvinrent jamais vraiment à corriger. Il manquait de poussée dans les phases critiques du vol. Pour un chasseur ordinaire, ce genre de lacune reste gérable. Pour un appareil qui devait décoller depuis un pont de 250 mètres et s'y poser à grande vitesse, c'était une sentence de mort. Le Cutlass avait besoin d'une accélération franche et immédiate au moment de l'appontage pour remettre les gaz en cas d'approche ratée. Ce que le J46 offrait, c'était une réponse lente, hésitante, presque indifférente aux sollicitations du pilote dans les instants les plus critiques. À cela s'ajoutait un défaut aussi absurde qu'inquiétant. Par temps de pluie, les réacteurs s'éteignaient en vol. L'ingestion d'eau suffisait à provoquer une extinction moteur, transformant un chasseur à réaction en planeur lourd au-dessus de l'océan. Pour un avion destiné à opérer depuis des porte-avions en haute mer, c'était une aberration technique d'une gravité extraordinaire. Les équipes de Vought travaillèrent sur des correctifs, mais le problème ne fut jamais totalement résolu pendant toute la durée de service de l'appareil. Malgré ces alarmes, la production continua. 288 Cutlass furent construits et répartis entre 13 escadrilles. L'escadrille Fighter Squadron 81 fut la première à en recevoir en avril 1954. Les escadrilles 83, 116, 124, 151 et 212 prirent livraison de leurs appareils dans les mois suivants. Les commandants découvrirent très vite que le Cutlass était infiniment plus difficile à maintenir qu'un chasseur conventionnel. Le système hydraulique, qui commandait l'intégralité des surfaces de vol, exigeait une surveillance constante. Le moindre défaut d'étanchéité rendait l'avion incontrôlable. Les trains d'atterrissage tombaient en panne régulièrement. Les techniciens passaient des heures sur chaque appareil entre deux vols, et malgré leurs efforts, les incidents s'accumulaient. La plupart des Cutlass furent rapidement cloués au sol dans leurs bases à terre, faute de pouvoir opérer en sécurité depuis les porte-avions. Un avion conçu exclusivement pour la guerre en mer passait l'essentiel de son temps amarré à quai. Les pilotes comprenaient qu'ils avaient hérité d'un appareil qui ne pardonnait aucune erreur. Le train avant surélevé modifiait radicalement l'angle d'attaque au décollage, et les aviateurs habitués aux chasseurs conventionnels devaient réapprendre entièrement leurs réflexes. La longue jambe de train, présentée comme un avantage pour la visibilité, masquait en réalité une partie du pont au moment précis où le pilote en avait le plus besoin. Les premiers surnoms commencèrent à circuler dans les messes des officiers. Certains appelaient leur avion le Gutless Cutlass, résumant parfaitement le manque de puissance chronique des réacteurs. D'autres préféraient Widowmaker, le faiseur de veuves, ou encore Ensign Eliminator,
l'éliminateur d'enseignes de vaisseau, en référence aux jeunes pilotes fraîchement brevetés qui payaient le plus lourd tribut. Ces surnoms n'étaient pas des plaisanteries. Ils résumaient une réalité que les amiraux refusaient d'admettre officiellement. Le Cutlass tuait ses propres pilotes avant même d'avoir tiré un seul coup de canon contre un ennemi. L'année 1953 marqua un tournant dans l'histoire du Cutlass. Non pas parce que l'avion commençait enfin à prouver sa valeur, mais parce que la marine américaine prit la décision la plus absurde de toute cette histoire. Confier 2 Cutlass à l'escadrille de démonstration d'élite de la Navy, les Blue Angels. L'idée était de montrer au public américain que la marine possédait le chasseur le plus futuriste de la planète. Ce que personne ne dit à la foule, c'est que l'avion en question terrifiait ses propres pilotes depuis le premier jour. Le lieutenant Edward Feitner, surnommé Whitey, connaissait mieux que quiconque les défauts du Cutlass. Il avait été directement responsable du programme F-7U avant de rejoindre les Blue Angels, et il mesurait exactement dans quoi il s'embarquait. Avant même la première démonstration publique de la saison, il avait déjà effectué 14 appontages avec le Cutlass à bord d'un porte-avions. Le 14e avait failli le tuer. La cellule de l'avion s'était littéralement brisée en deux juste derrière le cockpit au moment du contact avec le pont. Feitner avait survécu par miracle. Il n'en continua pas moins à voler sur cet appareil parce que des sénateurs et des membres du Congrès voulaient absolument que leur avion soit celui des Blue Angels et que dans la marine américaine, on n'argumente pas longtemps avec les élus. La saison d'ouverture en 1953 débuta comme un désastre annoncé. Lors du tout premier meeting, Feitner engage les postes combustion pour un décollage en pleine puissance. À peine l'avion a-t-il quitté le sol que la totalité du système hydraulique tombe en panne. Sans hydraulique, le Cutlass n'a plus aucune commande de vol. Feitner pousse les réacteurs au maximum pour tenter de gagner de l'altitude et s'éjecter. Le système de secours s'active partiellement. Il tente une approche d'urgence, mais l'avion dévie de l'axe. Les ailes rasent les arbres en bout de piste. Le moteur gauche prend feu. Du liquide hydraulique se déverse le long du fuselage. Feitner force l'avion dans un virage brutal, réaligne l'appareil et pose le Cutlass en flammes devant des milliers de spectateurs. La foule applaudit à tout rompre, convaincue que c'était une figure imposée. Ce n'était pas une figure imposée. C'était un homme qui venait d'échapper à la mort. Ce n'était pas la dernière mésaventure de la saison. Quelques semaines plus tard, le lieutenant Hardin McKnight pilote son Cutlass en route vers une démonstration à la base aéronavale de Glenview, près de Chicago. En vol de transit, le moteur s'éteint brusquement sans avertissement. McKnight se retrouve sans propulsion au-dessus d'une zone densément peuplée. Feitner, qui l'accompagne en vol ce jour-là, prend immédiatement les choses en main et demande aux contrôleurs aériens un déroutement d'urgence vers la piste disponible la plus proche. Ils sont redirigés vers l'ancien aérodrome d'Orchard Park, récemment agrandi et rebaptisé Aéroport O'Hare de Chicago. La piste principale venait tout juste d'être achevée, et pour empêcher tout atterrissage non autorisé avant l'inauguration officielle, les ouvriers avaient recouvert toute la surface d'atterrissage avec des centaines de cajots de pêche en bois. McKnight et Feitner reçurent l'ordre d'ignorer les cajots et de se poser dessus coûte que coûte. Le Cutlass devint ainsi le tout premier avion à atterrir sur la piste principale du futur plus grand aéroport de Chicago, dans une gerbe de fruits et d'éclats de bois. Ces deux incidents, en quelques semaines, convainquirent définitivement les responsables des Blue Angels que le Cutlass était une machine inutilisable pour les démonstrations publiques. Les deux appareils furent retirés du programme et acheminés vers la base aéronavale du Tennessee, où ils terminèrent leur carrière comme support pédagogique pour les techniciens en formation de l'école technique navale. Même définitivement cloués au sol, ces avions rendaient davantage de services qu'ils n'en avaient jamais rendu en vol opérationnel. Pendant ce temps, dans les escadrilles de combat, les accidents continuaient à s'accumuler.
Le lieutenant George Millard fut tué lors d'un incident où la défaillance simultanée du train avant et du système de poussée déclencha son siège éjectable dans des conditions qui ne permettaient pas une éjection survivable. Chaque nouveau rapport d'accident atterrissait sur les bureaux des amiraux, était soigneusement classé et la production continuait. L'institution militaire, engagée financièrement et politiquement dans ce programme depuis des années, refusait encore de reconnaître publiquement l'ampleur du problème. Les pilotes survivants n'avaient depuis longtemps plus aucune illusion sur ce que signifiait monter dans un cutlass au-dessus de l'océan. Le 14 juillet 1955, l'escadrille Fighter Squadron 124 opère depuis le pont du USS Hancock en plein Pacifique. La journée est claire, la mer calme, les conditions idéales pour les opérations aériennes. Le commandant Jay Alkire amorce son approche finale vers le pont d'envol. Il est à quelques secondes de toucher le pont quand les réacteurs refusent de répondre. La poussée est insuffisante. L'avion descend trop vite, trop bas. Le cutlass percute le bord arrière du pont dans un choc métallique brutal, dérape sur la gauche, sort de l'axe central et s'embrase immédiatement. Une caméra à bord du Hancock enregistre tout. Les images montrent une boule de feu qui roule sur le pont pendant plusieurs secondes avant de s'immobiliser. Des rumeurs circulèrent immédiatement parmi les marins sur des membres d'équipage du pont tués dans la collision. Le journal de bord du navire, lui, ne mentionna officiellement qu'un seul nom, celui du commandant Alkire. Cet incident ne fut pas traité comme une catastrophe exceptionnelle par l'état-major. Il fut traité comme un incident de plus, classé, archivé, et les opérations reprirent. Le cutlass continuait à voler depuis le Hancock, jusqu'au prochain accident. Peu de temps après, un autre cutlass de la même escadrille s'écrase lors d'une tentative d'appontage dans des circonstances presque identiques. Cette fois, c'est le train avant qui lâche au moment critique, combiné à une nouvelle défaillance de la poussée. Le siège éjectable se déclenche, mais dans des conditions de vitesse et d'altitude qui ne laissent aucune chance. Le lieutenant pilotant l'appareil ne survit pas. 2 accidents mortels en quelques semaines sur le même bâtiment, dans des conditions quasi identiques, provoqués par les mêmes défauts non corrigés. Le commandant du USS Hancock prit alors une décision que l'état-major n'avait pas eu le courage de prendre depuis des mois. Il ordonna le retrait immédiat de tous les cutlass du bord. Chaque appareil fut débarqué dès le prochain passage en port. Le porte-avions reprit ses opérations sans un seul F-7U à son bord. Et personne à bord ne s'en plaignit. Cette décision d'un commandant de navire mit en lumière une réalité que Washington s'obstinait à ignorer. Le Cutlass n'était pas un avion qui présentait quelques défauts mineurs à corriger. C'était un appareil structurellement inadapté à la mission pour laquelle il avait été conçu. Décoller depuis un porte-avions et s'y poser constituait l'essence même de son existence. Et c'est précisément dans ces 2 phases que ses lacunes se révélaient fatales. Un chasseur qui ne peut ni décoller ni se poser correctement depuis un porte-avions n'est pas un chasseur embarqué. C'est un problème avec des ailes. En 1957, la marine américaine commanda enfin une analyse complète de tous les incidents impliquant le Cutlass depuis son entrée en service. Les résultats étaient accablants. 78 accidents avaient été officiellement répertoriés, accumulant 55 000 heures de vol au total. Sur les 288 appareils construits, environ un quart avaient été définitivement perdus dans ces incidents. Aucun autre chasseur à aile en flèche de la marine américaine n'affichait un taux de perte aussi catastrophique. Le Cutlass détenait un record, mais ce n'était pas le record dont Vought et la marine américaine pouvaient se vanter. L'analyse identifiait clairement les causes profondes de cette hécatombe. Les techniques de conception aérodynamique employées étaient en avance sur leur époque, mais les moteurs disponibles n'étaient pas capables de les exploiter de façon fiable. L'aile en flèche sans empennage exigeait une puissance et une réactivité que le Westinghouse J-46 ne pouvait tout simplement pas fournir de manière constante. Le fossé entre l'ambition des ingénieurs et la réalité industrielle de l'époque avait été comblé par le sang des pilotes. La guerre froide, elle, n'attendait pas.
Dès le début des années 1950, chaque nouveau programme d'armement américain devait intégrer la capacité d'emporter des armes nucléaires tactiques. Les porte-avions devenaient des plateformes de frappe stratégiques et leurs chasseurs embarqués devaient pouvoir transporter la bombe. Le Cutlass, trop instable, trop peu puissant, trop dangereux à opérer, était hors course pour cette mission avant même d'avoir été envisagé pour elle. Pendant que ces pilotes se battaient pour simplement poser l'appareil en un seul morceau, d'autres constructeurs développaient des chasseurs capables de frapper n'importe où sur la planète depuis le pont d'un porte-avions. Le Cutlass, lui, était déjà une relique sans avoir jamais été utile. À la fin des années 1950, la marine américaine se retrouvait dans une position inconfortable. Elle avait dépensé des centaines de millions de dollars pour un chasseur qui n'avait jamais accompli une seule mission de combat, jamais tiré un seul missile Sparrow contre un ennemi réel. Le Cutlass n'avait participé à aucun conflit, intercepté aucun bombardier soviétique, protégé aucun porte-avions. Il avait simplement tué ses pilotes, usé ses techniciens et englouti des ressources que la marine aurait pu investir ailleurs. La question du mur du son illustrait parfaitement l'échec du programme. Le Cutlass avait été conçu pour atteindre Mach 1, l'objectif central qui justifiait toute sa conception révolutionnaire. En pratique, même à 9000 mètres d'altitude avec les post-combustion au maximum, l'appareil plafonnait à Mach 0,98. Il frôlait le mur du son sans jamais le franchir. Les ingénieurs estimaient qu'en post-combustion maximale lors d'une plongée en piqué, le Cutlass aurait théoriquement pu effleurer Mach 1. Mais un chasseur embarqué qui ne peut franchir le mur du son qu'en plongeant vers le sol n'est d'aucune utilité militaire. Un programme entier, des vies entières sacrifiées pour un appareil incapable d'atteindre la performance qui constituait sa raison d'être. Face à cette réalité, la marine n'avait plus aucune raison de maintenir le programme en vie. En mars 1959, le Vought F-7U Cutlass fut officiellement retiré du service actif. Sans cérémonie, sans discours d'adieu, les derniers appareils encore en état de voler furent convoyés vers des bases à terre et désarmés. Certains finirent comme cible d'entraînement pour les équipes de lutte contre les incendies. D'autres furent découpés sur les aires de démantèlement. Un destin peu glorieux pour un avion qui avait été présenté 10 ans plus tôt comme le chasseur révolutionnaire qui allait dominer les océans du monde entier et incarner la puissance de la marine américaine face à la menace soviétique. Le remplaçant du Cutlass s'appelait le Vought F9 F8 Cougar. Là où le Cutlass avait échoué sur tous les plans, le Cougar réussit avec une fiabilité remarquable. Il possédait une queue, des moteurs suffisamment puissants et un comportement prévisible sur le pont des porte-avions. Le Cougar servit dans la marine américaine pendant près de 20 ans, participa à de vraies missions et ne reçut jamais le moindre surnom moqueur. Le contraste entre les deux appareils issus du même constructeur était saisissant. L'un avait été une révolution mal maîtrisée, l'autre une évolution soigneusement contrôlée. Le bilan final du Cutlass posait une question qui dépasse le cadre de l'aviation militaire. Comment un programme aussi coûteux, aussi visiblement défaillant dès ses premières années, avait-il pu continuer aussi longtemps ? La réponse tenait en 3 éléments. L'orgueil institutionnel d'abord. Admettre l'échec d'un programme aussi médiatisé aurait représenté un aveu inacceptable pour la marine en pleine guerre froide. La pression politique ensuite. Des élus avaient publiquement soutenu cet avion, et reconnaître son échec signifiait reconnaître leur propre erreur. L'inertie bureaucratique enfin. 288 avions livrés, des escadrilles formées, des techniciens qualifiés, tout un édifice continuait à fonctionner par sa propre logique, même lorsqu'il était évident que la machine en son centre ne valait rien opérationnellement. Waldemar Voigt, l'ingénieur dont les conceptions avaient inspiré le projet, avait apporté des idées genuinement en avance sur leur temps. Mais ces idées nécessitaient des moteurs que l'industrie américaine de 1948 n'était pas en mesure de produire. Vogt avait eu les bonnes idées au mauvais moment, sur le mauvais avion avec les mauvais moteurs. Et ce sont des pilotes américains qui avaient payé le prix de cette équation impossible.
Le Vought F-7U Cutlass reste à ce jour l'avion embarqué américain affichant le taux d'accident le plus élevé de toute l'histoire de l'aviation navale à réaction. Un chasseur sans queue, sans puissance, sans avenir, qui aura détruit plus de ses propres pilotes en temps de paix qu'aucun ennemi n'aurait pu en éliminer en temps de guerre. Si cette histoire vous a tenu en haleine, likez cette vidéo et laissez un commentaire. Quel avion raté de l'histoire de l'aviation voudriez-vous qu'on raconte la prochaine fois ? Et abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes sur les machines les plus folles et les plus dangereuses du XXe siècle.